Bienvenue sur Afrique TV. Sur cette chaîne, nous mettons en valeur l'Afrique qui s'exprime, qui débat et qui construit son avenir. Chaque jour, vous retrouverez des discours marquants, des débats passionnants et des analyses percutantes pour mieux comprendre les grands enjeux politiques du continent. Afrique TV, ce n'est pas seulement de l'information, c'est une immersion au cœur de l'actualité africaine. Docteur Adjelou Christian, vous êtes enseignant-chercheur en droit, vous allez certainement nous éclairer quelque peu, tout en rappelant que dans cette émission, pendant la préparation, on a essayé de faire venir des juristes d'autres partis politiques et éventuellement pour permettre d'avoir un débat équilibré. Mais dites-nous votre point de vue sur la question. Merci, Madame Débat. D'un strict point de vue juridique, la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions internationales. On a le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, notamment les articles 8 et les articles 9, qui parlent donc de la protection contre les détentions arbitraires. Okay. Ensuite, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et ses protocoles additionnels de 1981. Il y a également la Charte des Nations Unies de 1945. Mais mieux, il y a également la Constitution ivoirienne qui garantit les libertés publiques. Une fois qu'on a dit ça, le procureur de la République est donc en droit de dire que la Côte d'Ivoire ne connaît ni enlèvement, ni séquestration, ni arrestation arbitraire, je pense, ou enlèvement. Parce que la Côte d'Ivoire est signataire de plusieurs conventions, mais mieux la Constitution garantit cela aux Ivoiriens. Maintenant, lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est prévu par le Code de procédure pénale, aux articles 450. Lorsqu'on parle de séquestration, c'est également prévu dans le Code pénal, aux articles 453. Et lorsqu'on parle de, je crois, d'enlèvement, c'est ça? Vous parlez de disparition forcée? Oui, disparition forcée, c'est les articles 137 du Code pénal, dans son alinéa 9, qui nous donne des différentes définitions. Mais lorsque nous prenons notre Code pénal, qui est un code qui a existé depuis, et que les nouvelles autorités ont renforcé en prenant en compte les nouvelles menaces. Donc le Code pénal, le Code de procédure pénale que nous avons, a fait l'objet de réformes en 2022 et en 2024. Mais je vais m'attarder sur ce code-là. À partir des articles 60, on nous parle des dispositions communes relatives aux enquêtes. Quand je prends l'article 60, qui nous définit un peu le rôle de l'officier de police judiciaire. Article 60 de quoi? Du Code de procédure pénale. Okay. Qui nous parle de l'officier de police judiciaire. Il est dit que l'officier de police judiciaire peut s'autosaisir, mais s'il s'autosaisit, il doit immédiatement informer le procureur de la République. Ou il agit sur instruction du procureur de la République. Et lorsque le procureur, dans sa conférence de presse, le procureur a dit que tout ce qui se fait donc sous ses ordres. Mais mieux, des articles 60 à 76 relatifs aux dispositions communes des enquêtes, il y a un certain nombre d'articles qui m'intéressent particulièrement. Je vais prendre d'abord l'article 68. Permettez-moi que je retrouve... Voilà, je retrouve mes sources. Voilà. Je vais prendre d'abord l'article 67, ensuite l'article 68. L'article 67, les perquisitions de domicile. C'est important. On dit que les visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur. Ça veut dire quoi? Si on veut venir pour une perquisition, je vois à la maison, le procureur peut donner un ordre écrit ou verbal. Mais si l'ordre est verbal, le procureur devra plus tard faire un communiqué pour signifier cela. Mais dans la loi, il n'est pas défini le délai permettant au procureur de la République de pouvoir faire son communiqué. Mais mieux encore, au niveau de l'article 68, on nous dit que les perquisitions ne peuvent être faites avant 4 h du matin et après 22 h. Puisque le débat qui est en cours, c'est que à des heures X ou Y, les agents de police judiciaire rentrent dans des domiciles et font des perquisitions. C'est le débat qui est en cours. Donc, je vous donne les tests. D'accord. Mais il ne faudrait pas s'arrêter sur ça. Parce que dans le Code de procédure pénale, il y a également des dispositions spécifiques aux enquêtes. Là, je vous ai parlé des dispositions communes. Il y a également des dispositions spécifiques, notamment les articles 76 à 84, et là qui nous parle de la flagrance. Je vais peut-être terminer sur ce point de la flagrance. Oui, qui nous parle de la flagrance. La flagrance est définie d'abord comme la situation dans laquelle l'infraction est en train de se commettre ou vient d'être commis, l'infraction. Mais l'article qui suit, là, il est plus important. Là, c'est l'article 78 sur, qui nous dit que lorsque
l'officier de police judiciaire est immédiatement informé d'un cas de flagrance, il avise le procureur de la République et il part sur les lieux sans délai. Sans délai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part sur les lieux immédiatement. Pour vous, ça veut dire que quelle que soit l'heure? Quelle que soit l'heure. Okay. Ça veut dire que l'article 67 ici, en cas de flagrance, n'a plus sa raison d'être. Merci, docteur. Il part immédiatement sur les lieux. Mais mieux, quand il part sur les lieux, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir sécuriser les preuves. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux, qu'il doit sécuriser les preuves, et qu'on trouve une personne, pour des mesures coercitives, on est obligé d'arrêter cette personne qu'on trouve sur les lieux pour ne pas que cette personne fasse disparaître les preuves. Ok, merci beaucoup. Donc tout est justifié par les tests en vigueur. On vous a bien entendu, je poursuis mon tour de table. Inzi Kokora, sur la question. Ok, après avoir écouté le technicien donc, du droit, qui a cité donc, tous les différents articles, on se rend compte tous qu'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de disparition donc forcée dans notre pays. Parce que le débat aurait été beaucoup plus intéressant si ceux qui dénoncent ces arrestations ou ces interpellations mettaient en avant des articles de droit donc, qui auraient été violés donc, par le procureur ou par les agents donc, de police. Dans tout ce débat, donc, cette polémique, ceux qui le disent n'ont jamais mis en avant donc, des procédures qui auraient été violées. Parce que si on veut que dans un pays, notre propre perception des choses remplace la loi, on n'est plus dans un État. Et j'ai écouté les deux camarades tout à l'heure qui ont mis en avant un certain nombre d'inquiétudes. Mais est-ce que les inquiétudes qui sont mises en avant sont contraires donc, à la loi? Que prescrit la loi en matière d'interpellation? C'est à ce niveau que la réflexion doit être. Si le procureur de la République ou les agents de police avaient violé un ensemble donc, de procédures dans les arrestations ou les interpellations, on aurait pu comprendre. Mais jusque-là, de toutes les interventions que moi j'ai écoutées, que ce soit de l'opposition ou les intéressés ou les proches, personne n'a mis en avant des éléments factuels qui démontrent effectivement que le procureur ou les agents de police auraient violé donc, la procédure. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, des gens sont arrêtés, interpellés, d'autres sont indignés, c'est tout à fait normal. Mais dans un état de droit, c'est la possibilité que l'individu a à se défendre devant un procureur. Le procureur peut violer, devant un juge, pardon, le procureur peut violer un certain nombre de procédures. Voilà pourquoi, après tout, il y a un procès, où chacun va présenter ses arguments devant un magistrat. C'est ça l'état de droit. Et qui n'est pas, comme par le passé, heureusement, nous n'avons pas la mémoire donc, qui est amputée. Donc nous nous rappelons que dans un passé récent, il y avait effectivement des enlèvements. Des gens qui étaient arrêtés à leur domicile et qu'on retrouvait sans vie dans les rues, sous des ponts. On a plein d'exemples dans notre pays où des gens effectivement étaient enlevés. Je peux vous citer des exemples tels que H. Kamara, qui a été arrêté chez lui, on l'a retrouvé le lendemain matin, donc sous un pont à Djamé. Le docteur Dakouri Benoît, pris dans sa clinique en pleine journée, on l'a retrouvé criblé donc de 11 balles. Ça s'est passé dans notre pays, le général Robert Gueye. Donc aujourd'hui, nous avons avancé en termes d'état de droit. Tous ceux qui ont été arrêtés ou interpellés se sont retrouvés à la MACA. Mais on n'arrête pas des gens. Il n'y a pas de séquestration à la MACA. La MACA, c'est une maison de correction. Et il y a ce qu'on appelle la détention préventive. Donc si le procureur a des soupçons, et donc il engage une procédure, il y a une instruction donc, qui est mise en place, et l'individu est placé sous mandat de dépôt et il attend son jugement. C'est ça l'état de droit.